Il est 19h sur Radio Anthropocène et nous sommes toujours en direct du RISE à Villeurbanne pour le festival à l'école de l'Anthropocène organisé par l'école urbaine de Lyon et Cité Anthropocène. Et décidément, on ne quitte plus les étudiants du Master Aube. Alban Bignon et Charlotte Mignana sont avec nous pour un entretien de présentation des cours publics de l'école urbaine de Lyon. Rebonjour Alban, bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour. Radio à l'école de l'Anthropocène. La machine a suscité des idées. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de chimie. Quand je dis chimie, ce qui vous vient en tête, c'est peut-être vos TP de collège ou de lycée, avec des liquides colorés et des béchers. Et vous vous demandez ce que ça vient faire à l'école de l'Anthropocène. Et vous avez raison. Cette fille de la physique peut paraître hors sol et comme seulement une science de labo. Mais la chimie, ça a été, et c'est toujours, une science au service des industries les plus polluantes, comme Total, Bayer, Monsanto et plus encore. Pourtant, la chimie peut aussi être au service des citoyens. Par exemple, quand il s'agit de montrer que le chlordécone provoque des cancers chez les ouvriers agricoles de Martinique et de Guadeloupe. Avec ces deux extrêmes, on peut donc comprendre que la question de l'objectif derrière la recherche en chimie, et donc de sa situation, est prometteuse. Et c'est ce dont va nous parler notre invitée du jour. Alessandra Quadrelli, vous êtes directrice de recherche en chimie au CNRS, auprès de l'Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement à Lyon. Mais vous vous êtes aussi penchée sur d'autres disciplines de sciences humaines et sociales, afin de vous former à la transdisciplinarité, pour développer le concept de chimie située. Bonjour Alessandra Quadrelli. Bonjour. Alors, commençons par le commencement. Est-ce que vous pouvez nous définir très rapidement, si possible, ce que sont les sciences situées ? Une définition est toujours très intimidante. Donc, je vais juste vous dire ce que j'en ai compris pour l'instant. Vous avez compris, c'est une démarche vers les sciences humaines que je fais à partir de ce qui sont appelés de façon peut-être arrogante les sciences dures, les sciences exactes, sciences physiques et naturelles. C'est peut-être la façon que je vais utiliser. Donc, mon approche vers les savoirs situés est passée à travers la lecture d'un article de Donna Haraway, dont le titre est Savoir situé, discussion autour de l'importance de la perspective et le lien avec le féminisme. Donc, qu'est-ce un savoir situé ? Qu'est-ce que j'en ai compris ? C'est l'idée que tout savoir dépend aussi de la perspective avec laquelle il a été conçu. C'est quelque chose qui est assez connu en sciences humaines, qui est assez aussi intégré dans la présentation, par exemple, d'un auteur, d'un chercheur. Il va essayer de se situer par rapport au problème qu'il affronte ou qu'elle affronte. Mais cette dynamique est très peu intégrée, me semble-t-il, au moins c'est ce que je vois de ma fenêtre, dans les sciences physiques et naturelles. Et pourtant, quelques éléments explicites, beaucoup d'éléments implicites, nous faut comprendre que la chimie, la mathématique, l'informatique, toutes ces sciences qui sont réputées exactes, sont soumises à ces mêmes impératifs. Il y a dans le choix de l'objet, dans la méthodologie, dans la façon dont les données expérimentales sont interprétées, une interaction entre les données et le sujet qui les analyse. Comprendre cette perspective nous permettrait, par exemple, de désamorcer certains des biais qui en découlent. Et alors, par rapport à votre sujet de recherche, qui est la chimie, comment vous feriez la différence entre une chimie située et une chimie non située ? Comment est-ce que je ferais la différence ? Ce que je suis en train d'essayer de mettre en place, c'est justement un cadre qui nous permette, premièrement, d'être solide dans l'affirmation qu'il faudrait situer les chimies. Déjà, ce pas de l'affirmation qu'une chimie, comme une sociologie, comme une anthropologie, a la nécessité d'être située, est un nouveau pas qu'on est en train d'essayer d'établir. Comment je vais faire ça ? C'était aussi l'objet, par exemple, du séminaire dans lequel je vous ai rencontré il y a 2 jours, où la question qui est en elle-même transdisciplinaire, en elle-même qui essaie de faire de lien entre la chimie et l'anthropologie, entre la chimie et la philosophie, essaie de répondre à cette exigence que l'Anthropocène amène toujours plus clairement, de dépasser un cloisonnement
disciplinaire qu'on a hérité du 19e siècle, qui a été adapté à une certaine méthode de recherche, à l'obtention de beaucoup de résultats, mais qui prouve aussi peut-être ses propres limites à répondre à l'urgence systémique que nous sommes en train de traverser. Donc comment est-ce qu'on met en lien les sciences humaines et sociales, la capacité de situer un savoir et la chimie? C'est ça le parcours que je suis en train de commencer pour l'instant. Donc la réponse que vous me demandez, je serais heureuse si j'arrive à y répondre de façon plus ou moins satisfaisante dans 2-3 ans. Je sais que ce n'est pas à la hauteur de l'urgence, on ne peut pas aller plus vite, mais on essaie de se mettre en groupe et peut-être on pourra le faire plus vite. Ok, et du coup, vous, ça vous est venu par des questions sur vos propres recherches? Alors, ce qui s'est passé, et c'est peut-être aussi relevant de la réflexivité, c'est que j'ai fait un parcours, c'est assez amusant qu'en ouverture, vous ayez parlé des couleurs, vous ayez parlé, et c'est une des choses qui m'a attirée à la chimie quand j'étais au lycée, c'est cette capacité d'expliquer des couleurs assez magnifiques, des changements entre deux liquides incolores qui deviennent soudainement fuchsia parce qu'ils ont été mélangés, avec la compréhension à niveau quantique de comment les atomes s'agencent, pourquoi on a certaines molécules plutôt que d'autres. Donc, cette attirance qui était plutôt émotionnelle m'a amenée à m'intéresser à la chimie, et le long de ma carrière, j'ai essayé de me déplacer vers des sujets qui étaient plus en lien avec des domaines qui ont des atomes crochus, hein, c'est le cas de le dire, avec des sujets de société comme ce que je travaille maintenant, la réduction de l'azote ou la réduction du CO2, de molécules qu'on trouve dans l'air, avec du soleil, pour pouvoir faire des carburants non fossiles. Cette attirance vers des sujets en lien avec des enjeux de société a aussi été nourrie par une autre fibre de mon être, qui est celle qui a été la militante pendant l'université, celle qui s'est intéressée et a essayé de l'exprimer avec des activités qui ne faisaient pas nécessairement partie de mon cursus académique au début, scolaire et maintenant professionnel. Le long de mon chemin, je me suis rendu compte qu'en parlant avec des collègues, il était difficile d'arriver à discuter d'une façon satisfaisante du lien entre nos choix de sujets et notre compréhension du monde. Il me semblait qu'il y avait toujours quelque chose autour qui ne faisait pas partie du périmètre plus ou moins légitime de la discussion. Et c'est cette tentative d'élargir le périmètre de ce qui est légitime, de discuter en tant que chercheuse au cœur de ma discipline qui me conduit à ce travail de situer. Je vais vous faire un exemple. Il y a un travail, d'ailleurs, il est sur un journal qui s'appelle Political Psychology, et c'est un chimiste, un des pères de la chimie verte, Paul Anastas, qui m'en a parlé quand on était dans une réunion du directoire d'un journal très sérieux qui s'appelle Green Chemistry, très établi mondialement. Donc on était dans un milieu professionnel. Et il me dessine sur un bout de serviette, on était le soir en train de manger, un diagramme qui montre que si nous essayons de faire une corrélation entre la connaissance scientifique de la personne qui répond et son envie de répondre « oui, le changement climatique est anthropique » ou « non, ce n'est pas l'être humain qui est en train d'appréhender ça », on a l'impression qu'il y a une corrélation. Plus il y a une connaissance scientifique, plus on a envie de reconnaître qu'il y a cet effet anthropique. Mais ce papier est allé un pas plus loin. Il a demandé aux personnes qui répondaient de se situer ou comme du parti politique A ou comme du parti politique B, les deux étant à un spectre assez éloigné sur l'échiquier. La réponse a été assez troublante pour moi, c'est que plus on a un capital scientifique, plus on va répondre non, le changement climatique n'est pas dû à l'homme si on est de un parti, et oui,
le changement climatique est dû à l'homme si on est de l'autre partie, par rapport à la moyenne des réponses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on utilise notre capital scientifique pour orienter l'interprétation des données pour être en adéquation avec la pensée dominante dans notre groupe d'appartenance politique. Ça veut dire que notre identité politique profonde prime sur notre démarche scientifique. Donc, si on fait l'hypothèse de la bonne foi, parce qu'il y a aussi des manipulations par mauvaise foi, mais si on fait l'hypothèse par bonne foi, et beaucoup de mes chercheurs, pratiquement tous de mes chercheurs, mes collègues sont de cette situation, nous ne produisions pas une science aussi exacte, aussi dure, aussi surplombante, aussi proche des données expérimentales. Elle est orientée par qui nous sommes profondément. Donc, l'idée que je suis en train de suivre, c'est que si nous arrivons non pas à découpler, ça serait naïf, mais ne fût-ce qu'à travailler, à mettre en lumière ces liens obscurs entre qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, quel est notre projet de société et la science que nous faisons, ce travail même va renforcer le pouvoir transformateur des deux, et de qui nous sommes et des recherches que nous faisons. Tout à fait. En fait, on se pose presque même les mêmes questions alors qu'on est juste étudiant, de savoir en fait à quel point par nos décisions de recherche on va être casé et aussi à quel point on peut le faire parce que nous, on n'est pas titulaire, il faut qu'on construise encore une carrière et à quel point ça peut être négatif pour nous aussi. Et d'ailleurs, en fait, ça fait l'objet d'une question qu'on avait pour vous, donc je vais en profiter. En tant que possible jeune chercheuse, quels conseils pourriez-vous nous donner pour réussir à situer nos sciences dans un monde où cette pratique est encore assez marginale? De vous faire confiance, d'être attentive et de développer une écoute à vous-même. Donc ça relève plus de la réflexivité. Je vais quand même aussi vous dire que pour l'instant, je suis en train d'utiliser un privilège que j'ai accumulé dans le temps. 30 ans de carrière m'ont permis d'arriver à un moment où les enjeux sont bien moindres. C'est la première fois, je crois, où j'habite dans un pays hors celui de ma naissance, plus de 10 ans. Cette carrière, c'est la carrière à la recherche, en chimie en particulier. Puis moi, peut-être, je suis un peu particulière. Je suis née dans un pays d'origine différente de celle qu'on brassait à la maison. J'ai fait une thèse dans un 3e pays, un postdoc dans un 4e, je travaille dans un 5e. Donc toute cette mobilité est peut-être un peu excessive dans mon cas, mais en partie fait partie du curriculum typique. Et je peux me permettre de ralentir, je peux me permettre de sortir de l'ornière aussi, parce que j'ai le privilège de ces 30 ans de carrière. Donc, faites attention à ce que vous ressentez, essayez de vous mettre en adéquation, suivez vos instincts, mais ne vous mettez pas la pression. C'est déjà assez compliqué comme ça. Continuez à penser, évidemment, mais je voudrais aussi qu'on arrive à ne pas trop se mettre de la pression. C'est déjà assez difficile. On doit trouver aussi des choses qui nous rendent joyeux, des choses qui nous portent. Et si tout va bien, ça suffit. Ouais. Ensuite, on se demandait, parce que du coup, vous discutez beaucoup avec d'autres collègues de plusieurs disciplines, mais on se demandait quand même si vous aviez des collègues qui étaient réfractaires à cette idée de resituer leur science et si du coup vous aviez des idées, vous arriviez à les convaincre d'une manière ou... C'est assez amusant, troublant de voir que parce que j'ai nommé un projet, vous le traitez comme s'il existait déjà. Ah oui. J'ai eu la possibilité
de présenter officiellement en congrès pour la première fois ce dispositif de chimie située. On est quoi ? On est en janvier, c'était en juillet, pour la première fois, devant une centaine de personnes. Et cette centaine de personnes, je n'ai pas pu demander à chacune quel a été le ressenti. Il y en a au moins 70 qui m'ont fait des compliments, ça s'est bien passé. Mais bon, tout ça est moyenné aussi par des interactions sociales qui sont assez policées, qui sont assez lisses. Donc, je ne peux pas vous dire quelles sont les oppositions. Je crois que les oppositions viendront aussi de ma capacité ou pas à dépasser certaines difficultés que j'aurai sans doute. Mais pour l'instant, je suis assez bas dans le radar pour que cette opposition ne soit pas très forte, si jamais elle devait l'être. Mais je suis aussi positif, je suis aussi assez optimiste. Je crois que nous traversons une phase qui est en grande partie inquiétante. Nous sommes dans un contexte anthropocène, ce n'est pas un contexte particulièrement léger. Et en même temps, c'est une nouvelle phase politique. Et c'est une phase historique qui fait que les personnes qui étaient sur une lancée, sur une inertie, sur une capacité à continuer de faire ce qu'ils ont et ce qu'elles ont toujours fait, se demandent « Aïe, est-ce que peut-être il faut changer quelque chose ?» Donc, je crois que c'est un moment aussi de grand potentiel. Et dans l'idée où justement ce travail est en cours, en commencement, qu'est-ce qui vous paraît le plus important pour resituer les sciences ? Est-ce que c'est les rendre d'abord plus accessibles ? Est-ce que c'est faire le choix de financement plus raisonnable ? Est-ce que c'est permettre aux chercheurs une liberté dans leurs objectifs ou encore d'autres choses ? Alors, ma compréhension de qu'est-ce que ça veut dire situer des recherches me montre qu'il y a plusieurs façons de le faire. Et il y a plusieurs catégories qui sont plus ou moins opérantes. Une des personnes qui était à la base de ce contexte, qui a été à la base, Donna Haraway, biologiste et professeure en feminist studies à l'université de Santa Cruz, écrit dans un de ses papier. Bon, les trois catégories classiques, sexe, genre, race, elles sont un peu klutzy, elles sont un peu approximatives, elles sont un peu brouillonnes, mais elles sont toujours, elles ont une certaine utilité. Donc, bon, ça c'est une piste. Il y en a d'autres. Celle qui me parle, et c'est peut-être aussi lié au fait que dans mon militantisme, il y a 30 ans, j'étais dans ces mouvements altermondialistes. L'idée, c'est qu'un autre monde est possible, ce qui a été reformulé, d'autres mondes avec S sont possibles. Donc, mon idée actuelle, mon hypothèse actuelle d'une situation des recherches serait de s'interroger sur quel monde nous voulons créer. Quel est l'axe fondamental qu'on voudrait respecter ? Quelqu'un disait hier, pendant ces journées ici, à l'école de l'Anthropocène, que tous les développements, les objectifs du développement durable des Nations Unies, le fait qu'ils soient par silos et qu'ils soient parallèles, deviennent inopérants. Donc, une des idées, c'est choisissons-en un. Social justice, justice sociale, un monde fait par des petites communautés, un monde où il faut convaincre les grands acteurs comme Total, comme d'autres, d'arraisonner certains de leurs effets. Je crois que nous pouvons nous mettre en parallèle, et c'est comme ça que je voudrais les situer, où chacun et chacune a le droit d'exister dans une multiplicité de projets. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que je crois que ça correspond aussi à une sensibilité que les temps sont en train de nous amener de façon toujours plus claire. C'est que certaines organisations clivantes, certaines organisations par opposition binaire ne sont plus de ce temps. Et elles servent aussi un projet d'opposition. Je crois qu'une partie de la débinarisation, il y avait une lecture
Dysphoria Mundi juste avant mon intervention, pas trop avant. Cette idée du pouvoir politique, de l'ouverture des champs des possibles me semble très forte. Et c'est aussi à ça que je me rattache. D'accord. Merci beaucoup à vous, Alessandra Quadrilli. On rappelle que vous êtes directrice de recherche en chimie au CNRS auprès de l'Institut de recherche sur les catalyses et l'environnement à Lyon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien en replay sur radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Radio Anthropocène.